comment c'est bon. On va peut-être pour introduire, alors on pensait présenter cette table ronde sous la forme de 3 petites interventions un petit peu séquentielles. Alors c'est pas très agréable, mais ça permet quand même de lancer le débat et on espère surtout avoir une interaction forte avec l'assistance, hein, si vous en êtes d'accord. Donc peut-être qu'on va commencer par Catherine qui va commencer. Donc elle a lancé un petit film qui va nous permettre, alors nous on a un retour vidéo là-bas, donc qui va nous permettre de lancer un peu le débat, parce que la robotique sociale, on peut voir un robot majordome, mais on peut aussi avoir un robot qui réagit, c'est plein de choses. Donc peut-être un petit film qui nous montre des expériences, et puis ça lancera le débat. Ah mais d'accord, j'attendais une Catherine, en fait je m'appelle Véronique. Ah Véronique, excusez-moi. Non, du coup je me disais il y a une Catherine. Non, c'est... Ah non, comme quoi les interactions humaines, rien ne les remplacera jamais, je ne suis pas inquiète du tout. Bon, c'est pas fâché quand même. Au contraire, c'est merveilleux, vous êtes en train de faire la démonstration de ce que je crois nous allons tous les trois raconter, c'est-à-dire que quand on parle du robot, on parle de l'homme, et que de l'homme et tout le temps de l'homme. C'est fabriqué par l'homme, pour l'homme. La seule question qu'on va se poser, c'est qui le tient et avec quelle motivation. Donc oui, en fait, juste quand même, si je prenais par exemple le portable de mon camarade et que je le jetais par terre et qu'il se brisait, est-ce que vous seriez ému pour ce camarade ou pour ce téléphone? Plutôt pour mon camarade, hein, voilà. Si je prenais son robot, que vous l'aviez vu, qu'il était là, hein, et que vous ayez, vous, décidé que c'était un robot. Parce que, j'ouvre une parenthèse, je la ferme rapidement, je suis également ingénieur, je fabrique des robots, je travaille avec des industriels qui font des robots, personne n'est capable aujourd'hui, ni dans l'ingénierie, ni dans les sciences humaines, je suis aussi en sciences humaines, personne, aucun anthropologue, aucun biologiste, aucun psychologue, ne peut dire ce qui fait que nous avons décidé que le smartphone n'est pas un robot, mais que le petit jouet qui n'a peut-être qu'une intelligence ridicule en termes de critères de l'intelligence artificielle, très artificielle, eh bien, vous allez décider que que cet objet, vous n'allez pas vous leurrer, vous savez qu'il n'est pas vivant, vous n'êtes pas encore forcément bercé par le transhumanisme futuriste qui pense qu'un jour ceci deviendra vraiment vivant. Ce n'est pas du tout mon opinion. En tout cas, aujourd'hui, c'est bien une chose, et pourtant, cette chose, quand elle va tomber, ça va vous rendre un peu triste. Si ça ressemble à un petit animal et que je fais semblant de faire comme je ferais sur un animal pour torturer, vous allez être triste. Si ça tombe, vous allez rire. Il y a des buzz plein Internet de robots humanoïdes qui tombent et ça fait rire. Si je fais la même vidéo avec des smartphones, ça fait rire personne. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un robot? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de vraie réponse. Et pour qu'on trouve la réponse, il faut qu'on observe ce qui est en train de changer chez nous. Moi, je viens de Grenoble. Alors d'abord, la toute première machine qui a donné l'illusion d'être un sujet, c'était, je ne vous parle pas des cultures animistes, hein, où c'est une décision culturelle, mais celle qui a laissé croire qu'un objet était sujet, c'est 2000 ans avant l'Égypte ancienne, et c'est un dictateur, un tyran, qui voulait absolument effrayer ses foules. Plus récemment, moi j'habite Grenoble, donc il y a Vaucanson qui a fait, par exemple, un petit canard qui faisait caca. C'était à l'heure, mais on avait tellement envie d'y croire que quand on a montré que c'était à l'heure, je crois que vous allez le dire après, déjà à cette époque-là, on s'est dit non, c'est pas vrai, je vois bien que le mécanisme marche pas, mais quand même il y arrive, c'est vraiment un automate, pas un robot, un automate. Est-ce que pour autant les personnes émerveillées par cette vraie performance robotique, parce qu'il a fait des choses très complexes sur le plan de la robotique humanoïde, est-ce que pour autant on a dit tiens, je mettrais bien le canard chez moi, je vais en faire un compagnon, ça va être formidable? Personne. Or aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Donc le problème du robot social, c'est pas qu'il sort de l'usine, c'est qu'on a du robot de service partout. Il y a eu des métiers jacquards dans les usines, certes, mais moi j'ai un robot ménager. Je ne lui parle pas. Il ne me parle pas, ça serait étrange. Pourtant, peut-être parmi vous avez déjà vu en ce moment un tube blanc ou un peu gris qui va s'appeler Google Assistant. Et puis, c'était tellement pratique de l'avoir sur mon smartphone. C'était déjà physique, il y avait de la voix. Mais non, ça y est, je le mets sur la table, je me contrains, mais c'est quelqu'un. Et d'un coup, je me mets à être poli avec cet objet. Donc la première question, c'est pourquoi un robot? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça raconte sur nous les humains? Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des hypothèses sur les objets qui vont déclencher le fait que ça ne doit plus être un objet mais un sujet. Donc on a établi pendant des années des théories.
Oui, on démontre grâce à cet instrument robot, qui est un outil de mesure pour nous, qu'on peut, vous allez le voir, je vais vous donner des petits exemples, c'est un long travail, on peut attacher quelqu'un, on peut l'attacher en impliquant qu'il a un ressenti très positif de cet attachement. On peut avoir un ressenti très positif quand on prend de la drogue et de l'alcool. On ne va pas forcément être d'accord quelques années après, en tout cas pas collectivement. Ça dépend. En tout cas, le fait que je le ressente ne signifie rien en soi, comme positif. En tout cas, on va avoir un ressenti très positif. Ça va aller très vite. Et en plus, dans ce que vous allez voir, sans qu'on s'en rende compte absolument pas, on ne se rend pas du tout compte, eh bien, on a l'impression de n'être ni dominant ni dominé. Voilà ce que nous avons fabriqué. Alors, pourquoi sommes-nous allés travailler sur des personnes vulnérables? Alors, elles ne sont pas vulnérables, généralement, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elles sont vulnérables dans leur capacité à se remplir et à être complètement équilibrées de la relation à l'autre. Donc, on va chercher des personnes qui sont en situation de sentiment d'isolement, ce qui n'a rien à voir avec une réalité physique en réalité, ni même sociale. Ce n'est pas la quantité d'exposition à l'autre, c'est la qualité d'exposition à l'autre qui va compter. Et nous nous intéressons à ces personnes-là parce que ça va nous démontrer que notre instrument fonctionne ou ne fonctionne pas quand nous prétendons reproduire des processus humains. Et la deuxième chose, c'est que pendant que nous faisons les expériences et que nous ne comprenons qu'un dix millième de ce que nous faisons, nous sommes absolument entourés de tout l'écosystème des personnes qui les entourent et qui apprennent à les protéger et qui en plus sont remplis d'une telle intuition empirique que les idées scientifiques pour comprendre vont naître au fur et à mesure que ces technologies vont arriver sans qu'on en comprenne les effets. Et donc vous voyez que je vous ai déjà dressé les pas de ce qu'on appelle un peu minimalement un living lab, pardon, ce que je voudrais qu'il devienne un véritable observatoire vivant, rempli de nous tous. Et donc voilà pourquoi nous avons beaucoup travaillé sur les âgés, parce qu'ils sont extrêmement entourés. Mais avec cette idée que ce qu'on va voir sur les personnes âgées, si on a cette espèce d'engouement avec des fantasmes délirants sur les robots, des attentes qui n'ont rien à voir avec la réalité, des fantasmes qui n'ont rien à voir, mais peut-être que les dangers sont bien plus subtils et graves que ceux auxquels on pense, eh bien, nous pensons qu'il nous arrive quelque chose globalement, qu'il arrive quelque chose à la jeune femme de 25 ans qui a l'air d'aller très très bien. Peut-être qu'elle ne va pas si bien que ça. Peut-être qu'on est tous en train d'avoir un syndrome et une souffrance de l'isolement. Donc nous travaillons sur les âgés pour travailler pour tout le monde. Donc si on peut voir une vidéo, s'il vous plaît, la première. Alors on appelle ça la glu. On dit que ce qui nous relie, c'est de la glu. Vous comprenez, c'est un mot très vernaculaire. En fait, il est très scientifique aussi. Et on ne voit pas très bien ici. Est-ce qu'on voit assez là? Je n'ai pas le sentiment. Voilà. Alors vous voyez, il y a un minuscule robot développé par une société qui s'appelle Awabo. Vous entendez le bruit? Il arrive. Voilà. Voilà. Donc ça paraît d'une banalité effrayante, on ne voit rien. Cette dame ne sait pas du tout que cette machine peut être nommée un robot. On ne lui en a pas parlé. On lui a simplement dit que c'était plus pratique qu'une télécommande, c'était un habitat pas cher, etc., etc. Elle est là pour tout à fait autre chose. Ça n'a pas de nom, ça n'est rien. D'accord? Or, ça envoie des bruits. Pas un mot, des bruits. D'ailleurs, en général, âgé ou pas âgé, quelle que soit la situation, ces bruits, on ne les entend même pas. On n'est pas conscient de les entendre, pourquoi on se transforme? Parce qu'on a des armes de construction, de destruction massive avec le langage. Et les mots ne sont que la cerise sur le gâteau. Tout est dessous. Dans la musicalité, la chorégraphie, dans l'ensemble du corps, de la musique, de la parole aussi, la prosodie. Et cette dame, elle est dans un état de glu qui a déjà été amorcé. En fait, c'était une dame très isolée, en sentiment de grand isolement. Et du coup, elle a mis très longtemps à calculer ce robot qui ne sert qu'à monter et descendre des choses. Elle est là pour autre chose. Et puis ce robot, petit à petit, il finit par l'attraper, par la gluer. Et une fois qu'elle est gluée, elle commence déjà à imiter un peu ce que fait le robot et à remarquer que le robot arrive. Il arrive, enfin il n'a rien fait, il a juste baissé les stores. Elle lui demande de baisser les stores, il baisse les stores. Et elle lui dit d'ailleurs la commande qui est imposée, qui est baisser les stores. Voici une deuxième dame qui est plus avancée dans la glu. Et moi, tu mets la lumière bleue? Alors là,
Je ne sais pas si vous avez entendu à quel point la voix était une voix non pas pour frapper, mais une voix pour caresser. Emox, tu mets la lumière bleue? Non, pas Emox, tu mets la lumière bleue, ou Emox, tu mets la lumière bleue. D'accord? Et puis, elle le nomme. Pourtant, j'ai dit son nom, mais d'une manière très banale. Cette dame a des problèmes de mémoire, même de mémoire immédiate. Elle se souvient du nom et elle le nomme, tu. Et si on attend un peu et que ce robot se plante exprès, eh bien, elle va même dire, allez, c'est pas grave, on met la lumière bleue. Et quand il va se planter, elle va l'aider à se réhabiliter. Est-ce que cette dame âgée est débile? Non, elle sait très bien que ce n'est qu'une chose, que ce n'est rien du tout, qu'il y a très peu d'intelligence. Ça ne fait que reconnaître des commandes, les exécuter et envoyer des petits bruits. Pourtant, cette dame, elle va lui dire, c'est joli, hein. Et elle va nous dire après, c'est quand même vachement mieux que de se parler tout seul. C'est quand même vachement mieux que d'écouter la télé pour s'entraîner à parler à des vrais gens. Et ces expériences-là, on les a fait, bien sûr, avec l'ensemble des personnes qui l'entourent, par exemple, les assistants à domicile d'une grande entreprise française qui avait milité pour qu'il n'y ait jamais de robots chez les personnes. On leur a dit, venez avec nous, on les fait ensemble, avec une entreprise, et dès que vous voulez stopper le processus, vous n'avez pas besoin de vous justifier, on stoppe tout, et je m'engage, en tant que chercheur, l'industrie s'engage à ne plus jamais faire de robots. On continue à travailler dans les recherches, mais on n'en fabrique plus. En fait, ils ont, 6 mois après les fins des expériences, expliqué que si on les fabrique en comprenant ce à quoi ils servent, comment on peut s'en servir, alors ça peut être utile à réentraîner les personnes pour faire quoi? Pour qu'ils reconstruisent ces glues manquantes avec des humains jusqu'à ne plus avoir besoin de robots. Donc nous fabriquons des robots pour que les gens ne souffrent, n'aient plus cette sensation d'isolement. Attention, c'est de la morphine. Le robot est un leurre. C'est une illusion. Mais cette illusion, un peu comme le miroir quand on a un bras coupé, enlève la douleur et nous permet, si on est tout seul avec sa morphine, nous permet pas d'être plus heureux. Mais si on est capable, avec sa morphine, de retrouver de la mobilité et jusqu'à se débarrasser de cette morphine, alors le robot va avoir une utilité qui, pour l'instant, attendons, est évaluée par l'ensemble des acteurs que nous avons rassemblés dans ce Living Lab. Là, c'était pour de l'assistanat à domicile, a été évaluée comme potentiellement utile. Mais je dis attention, découvrons-le ensemble pas à pas, ne laissons personne et surtout pas les fabricants, quand ils sont des très grosses entreprises comme Google qui décident des règles de bon usage, ou les chercheurs comme moi enfermés dans des comités d'éthique, ou bien des politiciens en Europe qui veulent donner le statut de personnalité électronique à un robot, ne les laissons pas décider. Faisons-le ensemble, découvrons-le au fur et à mesure. Alors une manière de faire, si vous voulez bien mettre s'il vous plaît le dernier, c'est par exemple ensemble de les fabriquer soi-même. Même si les industriels sont là, ils n'ont pas le pouvoir de la fabrication. Vous pouvez le lancer? Là, vous voyez, il ressemble à rien du tout, ce robot. Il est fait en Fab Lab. Ce sont ces jeunes gens que vous voyez derrière. Là, c'est un grand salon qui l'ont fabriqué avec les personnes de l'EHPAD de JR à côté de Grenoble, qui sont des membres du laboratoire. Vous voyez derrière un autre robot qui a été fait avec d'autres personnes. Voilà. Ça, c'est des choses qui se font spontanément. On essaye de comprendre après pourquoi. Donc, c'est making, thinking. Making, mais thinking, et remaking, et rethinking. Donc là, ces jeunes gens vivent avec pendant 6 mois, 1 an, parce que c'est 2 semestres différents, vivent avec les personnes de l'EHPAD, qui d'ailleurs, pour certains, ont accompagné des thèses entières. Et c'est avec eux qu'on essaye non pas de développer des robots pour voir si c'est acceptable, mais pour en tester l'acceptance, c'est-à-dire est-ce que dans la réalité, quand le robot est quelque chose de totalement, même plus perçu, qui va devenir un élément du quotidien, est-ce qu'à ce moment-là, les objets sur lesquels on a abouti, on peut les expliquer scientifiquement. Et comme vous le savez certainement, les morceaux d'intelligence qu'on prétend mettre dans les machines ne sont que des données intelligentes, humaines, collectées et brassées d'une manière statistique. Eh bien, récoltons ces données, essayons de poser des concepts qui sont relatifs à ce qu'on croit comprendre ensemble, brassons les données, remettons le système au milieu de nous et regardons-le encore évoluer. Et décidons, nous, les humains, pourquoi ce robot provoque un tel engouement aujourd'hui. Donc là,
pas la dernière, mais l'avant-dernière, c'était avec le robot blanc, celui qui est le plus abouti au niveau technologique. Eh bien, celui-là, on n'arrive pas à suivre tout. Et ce robot-là, il est dans une convention que nous avons signée avec le Conseil général de la Nièvre et l'EHPAD de Clamecy. Et on n'a malheureusement pas pu suivre, mais immédiatement, dès que le robot est arrivé, on voulait faire une vraie expérience en live, mais à distance, c'est très complexe. C'est vraiment des choses qui doivent se faire localement. Et je sais que, par exemple, l'association Envy est très présente dans l'organisation de ce salon. Et je crois qu'ils ont très bien compris ça. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, à le faire de manière très générale. Et ne séparons pas le problème des âgés des autres problèmes. On a aussi un robot pour des enfants hospitalisés. Et rappelons-nous que ce sont nos âgés qui vont nous permettre de comprendre comment la vie de nos jeunes gens en pleine forme risque de ne pas être abîmée si on ne trouve pas des solutions immédiates pour comprendre, détecter. Peut-être que le robot est comme un microscope détecteur de l'isolement. Et puis, dans la main de l'homme, et de quel homme et dans quel but le réparer. Merci beaucoup, Véronique. Et peut-être pour rebondir ou aller avoir une vision un peu complémentaire, parce que là, on a parlé de la glu, de l'interaction, mais ça réveille autre chose. Un robot, ça permet de révéler la personne. Alors peut-être que Yves va nous présenter un peu ses témoignages. J'ai une démarche totalement différente quand même, parce que moi je travaille sur un projet purement artistique, donc c'est pas du tout un projet documentaire. C'est un projet qui me trotte dans la tête depuis pas mal d'années, où je me suis intéressé aux robots humanoïdes. Pourquoi des robots humanoïdes? Ces plateformes de recherche qui sont dans les laboratoires, donc j'ai fait un petit peu un tour du monde de ces laboratoires. Et puis je me suis rendu compte doucement que finalement les robots, pour moi, ça n'avait pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qui m'intéressait, c'était la relation de l'être humain au robot. Pourquoi les gens étaient fascinés par un robot et comment ça pouvait fonctionner. Et je me suis aperçu que le seul endroit où on pouvait, pour moi, où je pouvais étudier ça, où je pouvais développer un projet à peu près cohérent, c'était l'univers de la santé. Pourquoi? Parce que les robots sociaux, justement, commencent à rentrer au quotidien dans la vie des gens, dans des endroits comme les EHPAD dans des différents centres de soins comme ça. Donc j'ai travaillé pendant un an, un peu moins d'un an, avec un laboratoire où je me suis fait intégrer comme artiste chercheur associé à ce laboratoire qui étudiait l'entrée des robots sociaux dans la santé auprès de populations fragilisées, Alzheimer, Alzheimer profond, autisme, etc., autistes. Et au fur et à mesure de ce travail, j'ai déclenché moi-même mon protocole. Voilà. Et puis, j'ai été accompagné financièrement par Malakoff Médéric qui m'a permis de travailler sur une année entière pour m'immerger totalement avec mon propre robot, qui est le robot le plus répandu, je pense, dans les laboratoires partout, c'est le petit Nao, là, c'est le robot de SoftBank. Et donc, je me suis vraiment immergé pendant, voilà, l'endroit où je suis allé, c'est un endroit dans un EHPAD, au 3e étage de cet EHPAD, il y a un centre fermé qui abrite des Alzheimer très avancés, c'est-à-dire qui sont proches de la démence. Bon, ça m'intéressait parce que la démence n'a pas de filtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas, quelque part, tricher. Je veux dire, les gens sont... on ne peut pas les orienter ou les amener à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire ou qu'ils n'ont pas dans... Et donc, je me suis immergé pendant 4-5 mois dans cet endroit où voilà, avec le robot. Et donc, on a disparu. On est devenu presque quotidien pour les patients de ce service. Et au fur et à mesure, on a élaboré... si vous voulez, on a travaillé sur une zone du relationnel qui est pour moi la zone vraiment étrange et qui échappe complètement personnellement à mon entendement. C'est que le robot, bien sûr, ne marche pas seul. D'accord ? C'est impossible de faire marcher un robot et c'est impossible qu'un robot humanoïde puisse avoir une conversation avec un être humain. Il faut derrière
le programmer, il faut même le faire fonctionner en live et le faire parler à travers un computer, etc., etc. Donc il y a un procédé assez lourd. Ce procédé, on ne l'a pas caché aux patients, on était vraiment présents. Et donc on a élaboré ce relationnel sous forme de petits scénarios qui accompagnaient la vie quotidienne de ces personnes, c'est-à-dire sur des ateliers ou même dans un couloir. Voilà. Et au fur et à mesure, le robot est rentré dans le quotidien et on a découvert, enfin moi j'ai découvert, que malgré le fait que les gens soient totalement conscients que c'est un robot, qu'il y a des gens qui font marcher, que les paroles qu'ils prononcent sont totalement artificielles, parce que ce n'est pas le robot qui parle, c'est vraiment les personnes qui sont derrière. Et bien malgré ça, les gens s'approprient complètement le relationnel avec la machine. C'est-à-dire que même s'ils voient la personne qui tape sur le... il y a un espace entre l'humain et la machine qui n'appartiennent qu'à eux deux. Et ça, c'est absolument incroyable. Et donc, moi, j'ai travaillé là-dessus. On a travaillé sur une série de films et sur un film qui va sortir en décembre sur cet espace-là. Comment ça marche, quoi. Pourquoi et comment ça marche. Donc, on a produit un travail qui est qui est à moitié fictionnel, parce que notre robot, il est plus intelligent qu'il ne paraît, qu'il n'est en réalité. Mais par contre, la réaction des êtres humains, elle est totalement sincère. Et donc ça, c'est voilà. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur toutes sortes de populations, sur des populations fragilisées, sur des personnes âgées, mais voilà, sans troubles neurologiques, sur des autistes aussi. Voilà, mais d'une manière, comment dire, empirique, c'est-à-dire c'est pas du tout une manière de test ou de recherche, c'est vraiment une manière d'immersion. Voilà. Et donc on a produit un document qui est, pour moi, franchement, le premier dialogue entre, au-delà de la science-fiction qui traite de la même chose, mais je crois que ce document qu'on est en train de produire, est le premier dialogue au quotidien avec des gens, parce que chaque fois que le robot se réveillait, les gens arrivaient et puis voilà, et fonctionnaient avec eux. Alors moi j'ai pas de diagnostic ou d'analyse derrière ça, bien sûr, simplement je remarque que je pose une question et je pose des questions. Disons que je produis un document, voilà, qui pose cette question. Pourquoi le robot, l'humanoïde, comment ça fonctionne? Alors, derrière ça, c'est vrai que c'est très compliqué, parce que le robot humanoïde, au-delà de cette petite relation-là qui se passe, où les gens s'attachent au robot, il se passe des choses incroyables quand même. Par exemple, on a eu des cas qui n'étaient absolument pas compris par les psychologues du service. Par exemple, une dame qui s'est remise à écrire, parce qu'on avait monté un atelier où le robot avait décidé que c'était son anniversaire, donc il demande aux gens, aux personnes présentes dans l'atelier, il dit, bon voilà, c'est mon anniversaire, moi j'aimerais que vous me fassiez une carte de vœux, ça serait vraiment sympa, et tout ça. Alors tout le monde dit, ah oui, bien sûr, ça va être super, on va te faire une carte de vœux, attends, comment, etc., etc. Et puis il y a une personne qui se met à lui écrire une carte de vœux, c'est-à-dire, mon cher Nao, machin truc, etc., etc. Cette personne n'avait pas écrit un mot depuis 5 ans. Donc la psychologue arrive, et n'y croit pas, il nous dit, mais c'est complètement... Alors, bien sûr, ce sont des exemples caricaturaux, mais qui reviennent en boucle, et ça, c'est assez étrange, quoi. Donc, il y a un phénomène qui se crée. Et la dernière chose, et je vais arrêter après, la dernière chose, c'est que, et ça, c'est peut-être le fait de vous parler de glu, enfin, d'habitude, c'est que les services, quand j'ai quitté les services avec ce robot, je me suis rendu compte qu'il fallait que je dépasse mon rôle simplement d'artiste. Voilà, parce que, si vous voulez, on filmait, mais en même temps, on créait la chose, quoi. On n'était pas en train de filmer quelque chose qui existe. C'est-à-dire qu'on a créé quelque chose et on a filmé ce qu'on crée en même temps. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment un truc assez original. Et quand on a quitté le service, bien sûr, il y a eu un manque des patients. Et là, il a fallu, voilà, on s'est retourné vers notre commanditaire, c'est-à-dire notre accompagnateur plutôt, pour lui demander est-ce que c'est possible d'aller plus loin et voilà, on ne peut pas quitter ces endroits comme ça, parce que alors là, vraiment, c'est prendre et puis voilà, et puis s'en aller avec.
Donc voilà, moi je lis cette expérience qui était assez troublante et assez passionnante. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Alors, moi qui viens qui viens plutôt du monde de la robotique, on va dire du dur, quoi, Moi, ça me laisse extrêmement songeur, parce que moi, on me dit de faire un robot humanoïde, je vais lui mettre 5 doigts, et je pense que quelqu'un qui vient d'une école de design, qui se pose la question de l'usage, du lien avec ce qu'on veut faire, ça doit l'amener, ces témoignages. Enfin, j'imagine que c'est déjà fait, hein, il y en a, mais qu'est-ce qu'on peut dire du côté du design de ces témoignages? Mais je vais juste remercier mes collègues parce que déjà une posture éthique de chercheur, une posture d'artiste, ça nous aide beaucoup, nous, en design. Donc le design, c'est une discipline, et j'aimerais aussi, si vous pouvez mettre les slides, c'est une discipline comme une autre. On fait des écoles de design pendant 5 ans et on devient un designer. On n'est jamais un designer quand on sort de l'école, mais il faut le faire pour devenir un designer. Et moi, je vais parler aujourd'hui des différents projet que j'ai eu la chance de faire pendant les dernières 5 ans à Strat. Donc Strat, c'est une école de design. Ah, il y a la petite télécommande, je vais essayer de voir. Ah ouais. Donc on est à Sèvres, à côté de Boulogne. Et c'est très beau. Voilà, Véronique, elle a été invitée pour un séminaire chez nous. Donc c'est une école privée qui a 700 étudiants dans différents départements, disciplines, donc design, produit, le produit de tous les jours, mobilité, design d'interaction, etc. Voilà, on est là. Et c'est ça ce qui se passe dans l'école. C'est un gros bordel, mais assez créatif. C'est que nous qu'on sait se démêler de toutes les choses. Donc il y a des ateliers, il y a des gens qui travaillent un peu partout. Si vous voulez venir, il y a les journées portes ouvertes en mai. C'est 2 jours fantastiques pour découvrir l'école et découvrir nos designers qui soutiennent leur diplôme. Donc ça a plus de 200 diplômes qui sont présentés au public. Et voilà, en fait, qu'est-ce qu'on fait nous dans la robotique? On a pris position depuis plusieurs années sur cette thématique-là, parce que le directeur de l'école, Dominique Siama, c'est un passionné de la robotique, et pas seulement un passionné, c'est un chercheur en IA. Et depuis 2007, il a créé un département système et objets interactifs qui met l'intelligence artificielle au cœur de l'objet. Donc nos designers qui travaillent sur l'objet, nous on pense que l'IA, la robotique, c'est de l'IA incarnée. Et en fait, depuis cette année-là, on a fait plusieurs activités. On a travaillé aussi avec des artistes comme Florent Adiosmanov. Je vais vous montrer quelques de ces projets. Et puis, voilà, on a fait partie aussi d'un grand projet national qui s'appelle Roméo 2. Et là, on était les designers responsables de création de scénario d'usage pour un robot humanoïde que vous connaissez peut-être, qui est le frère de Nao et le frère de Pepper, qui s'appelle le grand frère Roméo 2. Et qui marche même pas. Voilà, donc je vais parler justement un peu sur ce projet-là, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et enfin, en 2018-2019, nous sommes en train de lancer un laboratoire commun entre des partenaires industriels et des partenaires académiques et une école de design pour réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est vivre avec ces objets-là. Sachant que le but, comme vous l'avez dit tous les deux, en fait, le but, c'est pas vraiment de encore faire un autre objet qui sert à rien, mais de se questionner comment on vit demain, en fait. Et donc, on travaille sur un concept qui s'appelle écologie de vivre ensemble. Et pour nous, les robots, c'est pareil. Une façon, c'est un prétexte pour travailler sur nous-mêmes et sur comment on vit demain. Quelques projets sur lesquels nous avons travaillé. Donc voilà, au milieu, vous avez Roméo, Nao et Pepper. Donc ça, c'est le grand projet Roméo 2. On a créé un Living Lab, mais beaucoup moins bien que le tien, Véronique. Donc chez Aldébaran, ça nous a permis de vivre avec des robots, avec des médecins, des ergothérapeutes, et de voir qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai un robot à côté de moi qui m'amène de l'eau, par exemple. Est-ce qu'il va venir par devant ou par derrière? Comment il va adresser en fait juste la présence dans une pièce? Il est où? Il fait quoi quand il fait rien? Après, à votre droite, vous avez justement, je parlais de cette œuvre qu'on a fait avec Florent Diosmanov. Lui, il travaille sur le Living Art, et là, on a travaillé ensemble sur un mobilier urbain. C'est trois choses que vous avez l'habitude de voir, mais pas dans cette forme-là. Un lampadaire, un banc et une poubelle qui ont des comportements.
et qui font leur fonction de base, ils remplissent leur fonction de base, ça veut dire ils vont donner de la lumière, on va s'asseoir sur le banc, la poubelle, on va toujours jeter des choses dedans, mais ils font d'autres choses parce qu'ils jouent un rôle dans le théâtre de Marivaux et ils commencent à interagir avec les gens dans la rue. Et c'était assez intéressant parce que on a vu comment les gens sont prêts tellement facilement, c'est encore une fois, les gens sont tout de suite enchantés, prêts à interagir. Et c'est une expérience formidable qu'on a présentée au Futur Ancien, il y en a plusieurs événements. À votre gauche en bas, vous avez aussi des projets très expérimentaux de nos étudiants. Là, c'est un bras robotique fait en carton qui est manipulé avec des seringues, avec de l'eau. Et on a donné aux étudiants voilà, le petit wiki de comment créer un bras robotique en papier. Et eux, ils devaient faire une expérience utilisateur. Là, vous avez un petit bras qui est capable de couper un bonsaï. Donc, ces mouvements sont tout lents. Et ils ont fait une petite vidéo très rigolote où ils montrent comment ce bras coupe un bonsaï. Quelqu'un d'autre, il a travaillé dans un bras pareil, mais mis dans un bar, donc qui fait des cocktails, par exemple. Donc là, on a travaillé sur le mouvement. On a dans notre équipe aussi quelqu'un qui vient de l'histoire de l'art et de l'animation. L'animation est très importante. La façon dont les robots bougent et la façon dont, voilà, ça doit parler sur le son. Donc la lampe Pixar, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner le côté vivant à une chose. C'est tout un art, c'est plus de 50 ans de recherche en animation. Et donc sans ces métiers-là, on peut rien faire. Donc là, c'est nos designers qui sont questionnés à qu'est-ce que c'est le mouvement et comment on donne la vie. Et enfin, un projet qui vient juste de sortir, c'est un start-up dans la région parisienne qui s'appelle Ekim. C'est à votre droite en bas. Là, c'est un robot qui vient de l'usine. Vous avez vous connaissez tous ces bras robotiques qui construisent des voitures comme les Tesla. Donc là, c'est un bras comme ça qui a été pris de l'industrie, qui a été mis dans un restaurant et il est capable de faire des pizzas qui sont extraordinaires. C'est hyper bon. Et donc le start-up a créé ça pour montrer qu'on peut créer une pizza de A à Z suite à un processus. Ils ont leur propre four qu'ils ont inventé dans la cuisine. Et là, ils nous ont questionné, mais ce bras-là, il faut lui mettre une tête, il faut l'habiller. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre un robot dans un restaurant? Donc là, on a travaillé vraiment sur l'image de la robotique pour le grand public. Sans amener de superflu, sans juste montrer la vérité, finalement, la structure. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans les médias, dans la presse, c'était très médiatisé cet été. Mais voilà, c'est aussi de dire qu'on travaille aussi sur le côté un peu industriel. C'est pas vraiment un robot social, mais par ses mouvements, par sa danse de cuisinier dans la cuisine, ça devient un objet social. Et voilà, là, c'est des différents recherches qui sont en cours dans notre laboratoire. Il y a une thèse entre le Japon et la France. On travaille sur des appartements en France et des appartements à Tokyo et on essaie de comprendre quel est le rôle, quelle va être la place d'un robot dans la maison. Sachant que par exemple dans le salon des Japonais, les tables de base sont tout petites, donc un robot comme Pepper, c'est un peu encombrant dans un appartement japonais. Donc c'est une chercheuse, Dominique Deuf, qui est chez Orange, qui s'intéresse à la domotique et la robotique, qui fait cette étude-là et c'est un cours. Donc voilà, on a eu aussi dans notre école, je voulais dire dans notre maison, mais dans notre école, des artistes comme Zaven Pare, qui eux, ils travaillent depuis longtemps sur cette relation homme-robot. Il a vécu aussi avec les géminoïdes de Ishiguro au Japon. Et on s'intéresse beaucoup à la population environnante parce que Corian, la fondation Corian, nous commence à nous faire confiance sur des problématiques de la robotique, ce qui est tout nouveau. Et donc ils disent en fait les peurs qu'on avait, typiquement c'est juste stéréotype, mais le remplacement des aides-soignants par le robot, ça ne fait pas peur en fait. On voit dans vos recherches que les choses sont plus subtiles, plus complexes que ça, que le robot amène une vraie présence près des gens. Il y a quelque chose qui se passe, comme exactement ce que vous disiez, entre la machine et le robot, un truc qui se passe là. Donc voilà, je peux m'arrêter là ou... Ouais. Oui, enfin on peut lancer, parce que j'ai vu l'intervenante de la session suivante qui s'est pointé qui a pointé son museau. Donc on a, je pense, encore un quart d'heure, 20 minutes pour discuter avec la salle
sur des questions. En tout cas, moi, Il y a des questions, en tant que naïf sur sur l'interaction homme-robot, je suis extrêmement impressionné de ce que vous apportez dans la perception de ce qui se passe quand l'homme est en interaction avec quelque chose et comment il se projette dessus et comment ça peut influencer son propre comportement. C'est-à-dire que le robot influence véritablement, enfin on le voit. Alors moi je pense que là, ce qui nous a été apporté doit susciter des questions, enfin j'espère. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut intervenir et on lui passe le micro bien sûr. Peut-être on va laisser les conférenciers ramorcer un petit peu, se répondre mutuellement. Je vais vous appuyer votre démarche. Le design est essentiel. Le robot avec lequel on a travaillé, c'est un robot qui est tout petit, qui représente comme un enfant. Et donc le positionnement du robot, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le positionnement du robot au sol, où les gens se penchent sur le robot, le dominent. Et donc c'est un robot qui marche beaucoup mieux avec les dames qu'avec les messieurs. D'ailleurs la robotique en général sociale marche beaucoup mieux avec les dames qu'avec les hommes. Il y a beaucoup de chercheuses aussi dans ce domaine. Oui, mais enfin dans les EHPAD, vis-à-vis de ce robot, c'était radical. Là pour le coup, on a eu... Dans les EHPAD, il y a beaucoup de femmes aussi, je pense. Pardon ? Dans les EHPAD, il y a beaucoup de femmes... non, oui, il y a beaucoup de femmes dans les EHPAD, mais dans les endroits où on est allé, il y avait à peu près 40% d'hommes, et il y avait vraiment une critique des hommes par rapport aux robots plus que les femmes. Et le fait que ça soit un petit garçon comme ça, c'était vraiment très... Et le design, les yeux, enfin c'est assez extraordinaire, quoi. Je veux dire, où les gens décrivent le sourire du robot, alors que le robot ne sourit pas, bien sûr. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau du design qui est vraiment essentiel, quoi. C'est même tellement important, c'est même tellement important que je pense que nous on a un peu notre position c'est qu'il ne faut surtout pas bloquer, parce que si on a un tel désir, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'urgent et nécessaire à faire avec, simplement essayons de le regarder, quoi. Et par exemple, nous on a fait des expériences où on a simplement donné des ronds, petits, grands, moyens, rouges et blancs, des choses pointues, donc c'est des objets. Bon. Et puis on leur a associé des sons dont on sait que par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais avec un simple bonjour, ça a été fait il n'y a pas longtemps par des neuropsychologues au CNRS, eh bien vous avez déjà décidé, vous savez à peu près dans quelle posture est la personne. En fait, les phonéticiens, nous on le sait depuis 1966, mais ça c'était démontré récemment. Donc dans la musicalité, il faut ajouter la posture globale de simple bonjour. On sait si vous allez être engageant ou pas engageant, finalement si vous allez l'embaucher ou pas l'embaucher, jeune homme, si vous allez lui faire confiance, si vraiment vous allez accepter de vous marier, dans le simple bonjour. Et ce simple bonjour, exactement le même, jeté dans la glu 10 ans après, quand la relation a bougé, qu'elle est très vivante, n'aura pas du tout le même effet. Et ça, il faut juste comprendre qu'on ne sait rien là-dessus, ou très peu. Donc je reviens sur mes ronds. Quand on leur met des sons, eh bien certains sons, on ne va pas du tout accepter, pas supporter que ce soit avec des ronds blancs, et d'autres, on va adorer que ce soit avec des ronds blancs. La question, c'est de savoir pourquoi. Et c'est tellement important, cette question. Moi, c'est plus que du design. Le design, c'est les seules personnes qui s'y intéressent vraiment. Et les artistes, je pense que les designers et les artistes s'y intéressent vraiment de manière très focalisée depuis longtemps. Pas assez les sciences humaines, et alors vraiment pas assez les ingénieurs, puisque tout dépend de la forme et je dirais du mouvement, que l'on a plus que la forme, le mouvement, la couleur, le bruit, ce qu'on donne comme impression de texture. On travaille beaucoup sur la texture avec des artistes dans les EHPAD. Est-ce que le robot doit avoir une impression de mollesse ? Et par exemple, on a un robot qui, pour des raisons techniques, est un peu brelotant, il a l'air fragile et faible. Les étudiants, je l'ai fait volontairement, j'ai laissé faire parce qu'ils étaient ingénieurs, ils étaient convaincus de faire de la robustesse technique. Quand ils ont rendu le robot robuste, eh bien ce robot téléopéré par exactement la même personne, le même robot, même couleur, même forme, eh bien d'un coup, Louis, qu'on supportait quand il passait devant tout le monde à l'atelier théâtre, quand il était brelotant, d'un seul coup, Louis, qui téléopérait, s'est fait dégager par ses copines. Parce que d'un coup, le robot avait l'air très costaud. C'est un détail,
un tout petit détail. Et quand on demande aux gens, avez-vous une différence? Souvent ils disent non, on n'a pas vu de différence. Mais Dieu et le diable sont dans les détails. Et je pense que l'attention qu'on doit porter, c'est là-dessus. Merci. Je crois qu'on avait quand même une intervention de la salle. Merci, bonjour. Merci pour vos prestations, c'était très intéressant. Donc le design est important, les sens sociales sont importantes, la robustesse est importante. Est-ce que malgré tout, pour justifier ce fameux attachement dont vous parliez au tout début, vis-à-vis d'un robot versus notre smartphone, est-ce que ce robot, malgré tout, est-ce que l'attachement est lié à la ressemblance avec l'homme, le fait qu'il ait des bras, des jambes, est-ce que ça va de pair? Merci. Alors, il y a quelque chose qui a été remis au goût du jour par les roboticiens il y a une dizaine d'années, qu'on appelle la vallée de l'étrange. Et alors évidemment, on est toujours focalisé sur l'homme, hein. Mais on va dire qu'une manière plus générale, plus on se rapproche de la similitude apparente entre quelque chose qui existe déjà dans notre espace social, une espèce humaine, une espèce vivante qu'on ne mange pas, et qu'on a accepté dans notre espace social, homme ou autre, et plus on s'en rapproche, plus la différence entre ce qui fait que c'est vraiment vivant et qu'on ne sait pas caractériser, et ce qu'on imite, et qu'on imite d'ailleurs souvent en imitant réellement sans comprendre, eh bien cette petite subtile différence nous plonge dans un grand malaise, qui est très rassurant. Ça veut dire que, ou très flippant au niveau scientifique, parce que ça veut dire qu'on est à des années-lumière de comprendre où est l'authenticité et la réalité. Maintenant, le fait est, comme vous l'avez remarqué, comme tu le montres en permanence, comme on le voit tout le temps, qu'on est dans un désir d'avoir un miroir ou un ogre. On est dans une interrogation sur l'altérité, sur qui je suis, qui est l'autre, est-ce que je suis assez nourri. Il faut savoir que l'interaction, c'est une nourriture. Et comme ça qu'on prend au quotidien. Si quelqu'un est mal nourri, il meurt. Les personnes âgées en situation d'isolement meurent 7 à 8 fois plus vite. C'est vrai pour des enfants. Il y a des enfants dans des terribles expériences involontaires qui ont été trop peu nourris au niveau interactionnel. Ils en sont morts, psychotiques et morts. Donc on en meurt. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce désir de se projeter en permanence? Vous l'avez remarqué, il y a un besoin, comme une espèce d'éponge, de ce qui pour l'instant n'est qu'une chose. Alors, est-ce qu'on doit le faire ressembler? Nous, la position qu'on a, c'est ne prenons aucun des rôles que l'humain joue. Il y en a tant à inventer. Ne prenons aucune des apparences que l'homme a déjà acceptées dans son espace social. Comme ça, on va voir vraiment de manière essentielle ce qui nous pousse à aller vers ça. Et on ne sera pas dans l'analogie avec quelque chose avec lequel on est déjà glué. Qu'est-ce qu'on a, nous, dans notre désir, à vouloir trouver dans l'autre soi-même ou celui qui nous dévorera? Il voulait réagir. Oui, je voulais dire qu'il y avait sur la similitude, vous parliez, c'est assez amusant parce qu'il y a deux niveaux, il y a les géminoïdes et puis les humanoïdes, enfin bon, et donc il y a le japonais, il y a un japonais, un chinois, oui, Ishiguro que je connais, je suis allé 2-3 fois dans son labo, qui se reproduit, d'accord? Et là, il y a vraiment un rejet, mais radical, c'est-à-dire que quand le robot ressemble vraiment au niveau de la peau, au niveau des yeux, essaye de ressembler à l'être humain de manière identique, mais à l'identique, alors là, vraiment, il y a un rejet. Si le robot reste dans son rôle de robot, c'est-à-dire une créature ressemblant, évoquant l'homme au niveau des bras, des jambes, etc., bon, ça, c'est différent. Et puis une dernière chose, c'est que la robotique humanoïde abandonne plus ou moins la locomotion aujourd'hui, parce que les jambes c'est trop compliqué. Donc, et moi je pense, la manière dont j'ai bossé, ce petit robot qui était un robot humanoïde qui marche pas très très bien, mais qui marche, ça avait son importance, quoi. Je veux dire, je sais pas, il y avait vraiment cette dimension-là, avait aussi son importance dans ma démarche, dans ma démarche. Je dis pas que c'est universel. Merci beaucoup. Ouais, je veux juste ajouter, sur l'attachement que vous avez posé la question, il me semble qu'il y a 2 niveaux. Donc, si vous voulez savoir une réponse, je ne sais pas si c'est un mot, mais pour nous, par exemple, le mouvement,
c'est quelque chose de primordial pour commencer à rentrer dans une relation, de s'intéresser à quelque chose qui bouge. Après, une fois que j'ai passé du temps avec un objet du quotidien, par exemple, ma machine à café, que j'ai depuis 20 ans, que j'ai acheté sur le marché en Italie, etc. Et elle est importante, je lui donne beaucoup d'attache parce que j'ai vécu des choses avec elle. Donc c'est l'expérience que j'ai vécue qui donne de l'attache aux choses. Donc ça je pense que pour toute chose on a de l'attachement et que c'est grâce parce que finalement cette vie c'est sur nous-mêmes en fait. On se voit nous-mêmes, on se voit nos souvenirs Pas seulement, on va y arriver. Pas seulement, c'est cette propriété de l'homme à anthropomorphiser toute chose, c'est ce qui fait que aucune maman n'ira arracher devant son enfant la patte du nounours, parce qu'elle sait que ce serait un grand traumatisme. Mais quand à 40 ans on dort avec son nounours, j'en connais, on se cache. Parce que dans notre culture, on n'existait pas bien. Moi, un de mes collègues... vraiment depuis fort longtemps au Japon, qui a vraiment travaillé sur toutes les technologies d'interaction, ça fait 20 ans qu'il parle à sa cafetière. Mais quand son cousin va faire des exercices de gymnastique avec un robot humanoïde, plutôt, pas géminoïde, mais humanoïde, mais quand même assez semblable, qui va remplacer un ouvrier et qui va faire les séances de gym avec lui, il n'a absolument aucune confusion avec ce qui malgré tout reste une espèce vivante. Alors que nous, on n'a pas créé ça parce qu'on passe son temps à l'effacer. Donc je pense qu'on est bien plus en danger que les Japonais ou d'autres cultures parce qu'on n'a pas l'espace de ça. Et donc, comme on en a un désir, quand on va l'absorber, on l'absorbe comment et où. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit attentif. Il ne faut surtout pas freiner. Hein, je sais que des gens comme Serge Tisseron sont vraiment prudents, ils disent vaut mieux attendre. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'il a raison d'être prudent, mais il ne faut pas attendre, il faut y aller. Mais rappelez-vous, à un moment, Marie Curie disait on va soigner des gens. Elle a dit peut-être pas faire que les soigner. Il faut que la décision elle soit prise collectivement. C'est pour ça que je pense que l'urgence, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est de changer le lieu de la décision, de l'acculturation, comprendre ce qui se passe, donner obligation à tout le monde de dire ce qu'il comprend et ce qu'il ne comprend pas. Et qu'on décide collectivement. Mais il y a urgence à décider. Merci beaucoup. On a une dernière question, je crois. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que il va falloir... Merci pour vos interventions. On est un salon dédié à l'innovation pour l'autonomie et on parle depuis tout à l'heure de liens affectifs à des machines qui peuvent peut-être déboucher sur une dépendance. En quoi est-ce que la robotique sociale peut nous aider à gagner en autonomie? Est-ce qu'on peut gagner en autonomie physiquement au détriment d'une perte d'autonomie affective, ou est-ce qu'on peut imaginer que ça nous aide à avoir toutes sortes d'autonomie ou pas? C'était plus une réflexion. J'avais envie d'avoir... Je vais encore prendre la parole, pardon, mais c'est vrai que c'est des choses vraiment sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. On ne peut pas séparer, c'est pas séparable. Il est démontré, pas seulement pour les personnes âgées, c'est pour les enfants hospitalisés aussi avec qui on a travaillé. Quand on est dans un mal-être dans sa relation sociale, tout se dégrade. On perd de l'autonomie à la fois dans sa motivation et ses attentions, mais également physiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer le confort de la relation sociale du confort somatique, du confort de mobilité physiologique. C'est inséparable. Cette croyance qui nous date de bien avant Descartes, de la séparation entre ce que l'on ressent et ce que l'on raisonne, c'est une croyance qui, en ce moment, est très bousculée par les scientifiques et en tout cas, dans l'expérience des humains, a toujours été montrée comme erronée. On ne pense bien que quand on est ému de façon très cohérente avec l'espace social où on vit. Donc l'isolement, c'est peut-être le risque majeur que nous courons et qui va nous amener à être tous non autonomes. T'en penses quoi? Je pense. En fait, je crois que ce mot, je l'ai pris de toi. Mais tu parlais parfois d'une prothèse. Oui, orthèse, ouais. Prothèse, orthèse. Ouais. Donc c'est lié de ce qu'on... Et on l'a vu aussi dans les différentes expérimentations qu'on a fait en hôpital. Donc on a fait une expérimentation avec 24 patients qui ont vécu pendant une semaine en autonomie avec un Pepper, un robot Pepper.
Donc ça veut dire qu'on a mis un programme sur le robot qui donnait quelques informations assez banales de la météo, le programme thérapeutique de la journée, qu'est-ce qu'il y a à manger à midi, etc. Il y avait la tablette YouTube, voilà, la tablette qui a Pepper. Mais ce qui nous a vraiment choqué, où on ne s'est pas du tout attendu, c'est l'effort que les gens ont fait pour lui parler. Parce que, bien sûr, Pepper, ce n'est pas un robot qui marche très bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes de Wi-Fi, les capteurs ne sont pas très à point, etc. Mais c'est l'effort que les gens ont fait pour s'exprimer. Donc ça, c'était une vraie évolution que les aides-soignants ont vu pendant cette semaine-là. Et après, c'est ce qu'elle dit, Véronique, c'est s'il y a la possibilité que pendant une période, on passe du temps avec une machine pour gagner de la confiance en soi, qu'on peut vivre encore, on peut encore faire certaines tâches du quotidien. C'est peut-être aussi une autre façon de voir. Mais pour le moment, on peut se réjouir du fait que les robots ne sont pas parfaits. Et il y a un concept qui marche très bien dans la littérature en robotique qui s'appelle le soutien mutuel, mutual care, et qui dit en gros que si un robot il est pas encore parfait, les gens sont prêts à l'aider et du coup ils font plus d'efforts et ils font de l'effort en fait s'il a l'air faible. Voilà, donc s'il a l'air faible, s'il n'est pas par exemple il y a un robot qui ouvre la porte, peut-être que c'est pas nécessaire, mais s'il y a un robot qui demande l'aide pour qu'on lui ouvre la porte, ça va nous aider à faire quelque chose, à bouger nos corps, etc. Oui, Yves. Oui, je voulais juste rajouter une chose, enfin, moi, ce que j'ai vu quand même, c'est des endroits où les gens sont totalement, par moments, abandonnés, par moments isolés, et j'ai trouvé que le robot amenait plusieurs choses. En dehors du fait de la relation elle-même, il amenait une ouverture des fenêtres, de l'oxygène, de la société qui rentre à l'intérieur d'un endroit qui est complètement cloisonné, et je trouve ça formidable. Rien que ça, c'est formidable, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le relationnel qui s'établit avec ces petites machines, ou ces grandes machines, je ne sais pas, enfin peu importe, il est différent quand même. C'est-à-dire que les gens ne disent pas la même chose à un robot qu'à un être humain dans le quotidien que j'ai connu moi, hein, je ne dis pas en général, mais dans le quotidien que j'ai connu moi, on s'adresse différemment. Et on dit des choses différentes. Pourquoi ? Parce que, il y a plein de raisons, il y a les éternels, le listing de raisons qui font que le robot n'est pas agressif, qu'il a une voix monocorde, qu'il n'exprime pas de sentiments, qu'il ne s'énerve jamais, qu'il n'a pas d'humeur, qu'il est complètement rassurant. Et ça c'est vraiment la chose qui revient en boucle. Mais c'est une réalité. Et il y a même une dame un jour qui lui a dit, qui lui a confié des choses et qui lui a dit mais jamais j'aurais pu dire ça. Et on était dans la pièce. Et elle a dit au robot, elle lui a dit, ce que je t'ai dit, je n'ai jamais confié ça à un être humain. Enfin, un être humain, je ne sais plus comment elle a prononcé ça, mais voilà, donc, je rajoute au millefeuille de questionnement, mais en tout cas, il y a une... Moi, je trouve que la méfiance, oui, pourquoi pas, enfin, pas la méfiance, mais l'analyse, essayer de comprendre. Mais je trouve que à la critique que j'entends moi systématique en disant moi je peux pas imaginer ma grand-mère parler à une machine, elle zozote complètement, c'est n'importe quoi. Dans ce cas-là, venez la voir, votre grand-mère, régulièrement. Je veux dire, je trouve que cette grand-mère, tant mieux si elle rétablit de l'émotion, si elle rétablit... Moi, j'ai trouvé que ces gens que j'ai côtoyés avec ce robot pendant très longtemps, j'avais l'impression que le robot, c'était comme un souffle sur des braises éteintes qui se rallumaient. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout d'un coup, le fait que le robot soit là et soit à l'écoute et leur réponde et les accompagne dans leur pensée, parce que c'est ça ce que le robot faisait. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on les accompagnait dans l'évocation, des choses comme ça. Et tout d'un coup, on voyait des braises qui se mettaient à flamboyer et des gens qui étaient mais au taquet, quoi, finalement, d'une manière extraordinaire, et qui étaient, dès que le robot s'éteignait, ils repartaient dans leur cendre.
C'est un peu caricatural, mais c'est un petit peu vrai quand même. On l'a vraiment ressenti, ça. Mais ça raconte très bien, j'aime beaucoup l'image, ce qu'on a pu constater dans des longues expériences, dans la vraie vie, c'est exactement ça. Des exemples comme ça, on en a des centaines, mais n'oublions pas que cette expérience, c'est la vie qui change et qui nous change et que tu étais là. Et ça, c'est très important. Par exemple, nous, quand on travaille, on met de plus en plus les jeunes étudiants dans l'expérience et on voit des choses comme des amitiés qui se forment, des gamins qui retournent voir leurs grands-parents qui ne voyaient plus, des grands-parents qui osent recontacter leurs petits-enfants. Donc, dans ces cas-là, c'est une expérience sociale. Le robot est une médiation entre les humains. N'oublions pas quand même, je prêche contre ma paroisse, hein, n'oublions pas quand même que parce que précisément c'est très puissant, et parce que précisément nous ne sommes pas au Japon et nos âgés ne sont pas considérés comme des personnes si précieuses qu'on mettra tous les efforts humains pour arriver à rester à côté d'eux, au niveau même, en commençant par les aidants, et on aide énormément les aidants des âgés au Japon. N'oublions pas que ce n'est pas le cas. Enfin, vous êtes tous ici accoutumés à vous promener dans différents degrés de gire dans les EHPAD. On sait à quel point les gens qui y travaillent ont des difficultés gigantesques. On sait à quel point les familles ont du mal. C'est un immense discours de savoir pourquoi on a du mal à voir nos âgés, en tout cas on les voit peu. Donc il y a aussi ce côté que j'ai tout le temps entendu dès le début des gens qui assistent ou qui aident les âgés, qui est oui, mais si elle va mieux, si elle a l'air d'aller bien avec son robot, eh bien après tout, est-ce que ça ne va pas nous dédouaner? Alors il y a les deux phénomènes, hein, c'est quand on sort du cercle vicieux de l'enfermement, on est tellement plus affable, hein, c'est-à-dire qu'on devient normal, quoi, dans sa capacité non pas à être, mais à montrer qui on est le même. Et bien que forcément, peut-être qu'on est beaucoup plus gluant, moi c'est ce sur quoi je mise. Bien sûr que je crois à ça, mais je dis non, moins soyons prudents. Hein, la morphine, ça amène au meilleur comme au pire. Il y a des cultures où on a montré que ça peut être très vertueux. Nous, on est dans une culture où ça n'a pas été tout le temps vertueux. Dans les hôpitaux, si, quand on a une grande sciatique, vous pouvez sortir de votre sciatique et vous retrouver mobile sans être opéré grâce à la morphine. Et vous n'en avez plus besoin. Est-ce qu'on va faire ça ou pas? C'est pour ça que je pense qu'il faut accompagner. Il faut quand même qu'on comprenne au fur et à mesure ce qu'on fait. Parce que sinon, on va passer à côté d'un détail qui nous paraît anodin. N'oublions pas que plus une chose est vitale, moins on en a conscience. Donc moins elle est accessible à l'observation. Hein, parce que les choses évidentes, il n'y a pas besoin des scientifiques pour les... empiriquement, on l'a déjà deviné. Donc oui, moi j'y crois énormément. Mais j'y crois parce qu'on n'est pas capable de résoudre nous-mêmes nos problèmes et qu'on s'est inventé un outil pour le faire. Donc, et quelque part, c'est nous-mêmes, puisque nous l'avons fabriqué. Ceci et moi. Hein. Donc, avec ça, fabriqué par mon espèce humaine, je vous vois. Donc, est-ce qu'on va faire ça ou pas? Hein, rappelez-vous, à chaque fois, c'est les mains de celui qui les porte. Quand on a une révolution technologique majeure, c'est que ce n'est pas une révolution technologique, c'est que c'est une révolution culturelle. Quelle est notre révolution culturelle? Franchement, l'intelligence artificielle, c'est rien au niveau techno. C'est bien, mais c'est linéaire. Mais on est révolutionnés, tous au bout de nos smartphones. Dans les réseaux sociaux, jamais les humains ont autant enlevé le corps. On n'a jamais parlé avec autant d'humains, avec aussi peu de corps. Même sur Snapchat, si vous mettez pas vous avez 15 ans, vous ne mettez pas la bonne tête de lapin ou la bonne tête de chien, vous êtes nul parce que vous n'avez pas pris le bon langage. On efface le corps entre humains. On colle un corps à Google Home. Mince, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de se dire? C'est peut-être merveilleux ce qui nous arrive, mais regardons-le. Ne fonçons pas les yeux fermés. Bon, les artistes sont des essais. Bon, je vais reprendre mon rôle un peu sévère. Donc moi je voudrais d'abord vous remercier. J'espère que l'assistance a été intéressée par en tout cas ce que moi j'ai trouvé extrêmement passionnant. Donc je voudrais vous remercier. Et donc nous allons libérer la salle et je pense que très rapidement, l'atelier maintien à domicile et quelle solution chez moi devrait commencer dans quelques minutes. Voilà, merci beaucoup.